Bonjour, mon nom est Bob Townsend. Ce programme a été conçu pour vous présenter, à vous le technicien d'entretien, la nouvelle série 800 Rover et surtout pour couvrir les nouvelles caractéristiques techniques et les procédures d'entretien élémentaires. La gamme complète sera composée de 4 versions de moteurs. Nous aurons un 2 litres, un 2 litres turbo, un 2 litres 7 V6 et un 2 litres 5 turbo diesel. Cependant, pour le lancement initial, il n'y aura que 2 moteurs. Premièrement, le 2 litres 7 V6, 24 soupapes, injection séquentielle PGM-FI. Comme vous pouvez le constater, il s'agit essentiellement d'une reprise du modèle 91. Pourtant, comme toutes les versions essence de la gamme 800, il est équipé d'un système catalytique à 3 voies en boucle fermée. Cela modifie l'entretien de la voiture, puisqu'il n'y a plus de réglage du mélange, la seule mise au point de base étant le réglage de la vanne EICV, la vanne de commande du ralenti. Lorsqu'on regarde la diode jaune clignotante du module de commande de l'injection PGM-FI sous le siège, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose que pour le modèle 1991. À propos de diode clignotante, on a toujours, comme pour le modèle 91, la diode rouge qui donne principalement les codes de panne au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas au niveau du système d'injection d'essence. De même, il y a 2 codes de panne pour chaque capteur d'oxygène. Avant, on pouvait se tromper. Dès qu'on voyait le code de panne du module de commande, on changeait le capteur d'oxygène. Ce n'est pas la chose à faire, parce que le code de panne pourrait très facilement provenir d'une panne dans le câblage entre le module de commande et le capteur d'oxygène, ou même d'un problème d'alimentation. Bref, pour résumer, le 2 litres 7 est essentiellement une reprise. Le terme « reprise » ne s'applique certainement pas pour décrire le nouveau moteur de la série T. Bien, vous voyez au premier coup d'œil que c'est un développement de l'ancien bloc M16. Mais il est constitué en majeure partie de nouveaux composants. En fait, plus de 90% des composants qui forment ce moteur de la série T sont entièrement nouveaux. Bien davantage que de simples couvercles de cam en plastique vissés sur un moteur déjà existant. La culasse en alliage Goulet, par exemple, est entièrement nouvelle. Ce qui s'est passé en gros, c'est que tout l'ensemble a été ouvert. Les passages d'huile à l'intérieur de la culasse ont été ouverts et cela a également mené à une surélévation de la plateforme de la culasse. La rigidité de la culasse s'en trouve renforcée, encore une amélioration. Les passages ont été élargis pour faciliter la respiration des circuits internes entièrement fermés, tels que nous les avons vus sur la série K. Nous avons là l'exemple d'une caractéristique d'étude réussie pour un autre moteur qui profite à la nouvelle série 800 via le système de respiration interne. Bien, le bloc cylindre. Il est différent essentiellement pour les mêmes raisons. La taille des reniflards internes a été élargie, non seulement pour permettre à l'huile de revenir de la culasse dans le carter, mais aussi pour permettre au gaz de carter de Villebrequin de remonter à travers le bloc cylindre, la culasse et dans le système d'admission. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une respiration interne ? D'abord, on supprime de nombreux tuyaux, ce qui rend le nouveau moteur série T beaucoup plus net. Il y a en fait 2 flexibles externes de reniflard, un petit ici qui va du couvercle d'arbre à cam d'admission au corps de papillon, et un encore plus petit qui part toujours du couvercle d'arbre à cam d'admission, mais qui aboutit au collecteur d'admission. Ce bossage en laiton dans le collecteur d'admission comporte un petit restricteur. Alors évidemment, si vous avez un problème avec le système de respiration, regardez ici avant tout. Bien, le raffinement était le mot d'ordre appliqué à la conception des moteurs de la série T, et l'une des façons d'y parvenir a été d'améliorer l'équilibre du Villebrequin. Nous avons en fait doublé le nombre de contrepoids du Villebrequin et amélioré encore son équilibre de rotation pour plus de raffinement. Tout comme les nouveaux pistons allégés, il n'y a plus que 2 découpes de soupapes. Bien, cela termine notre bref coup d'œil sous le capot du moteur de la série T, et je voudrais continuer avec un aperçu du circuit d'alimentation. Il s'agit d'un système MEMS, système de gestion modulaire du moteur, injection multipoint, donc un injecteur pour chaque cylindre. Bien, j'ai dit que c'était un nouveau système, mais il est en fait très similaire à celui de la 220 GTI. Nous allons juste survoler rapidement l'emplacement des composants.
nous avons le moteur de variateur et le potentiomètre de papillon, tous les deux ici sur le bloc de commande de papillon, la rampe d'alimentation en plastique, très inhabituelle, ici sous le collecteur d'admission, avec un capteur de température de rampe d'alimentation qui adresse des signaux à un module de commande ici sur la cloison. C'est un module de commande combiné qui contrôle les besoins du moteur en allumage et en alimentation. Bien, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, tous les dérivés à essence de la nouvelle gamme Rover 800 sont dotés de systèmes catalytiques à 3 voies en boucle fermée. Nous avons donc ici le capteur d'oxygène qui envoie des signaux d'alimentation vers le module de commande. À son tour, le module de commande du MEMS contrôle l'alimentation en dosant précisément les gaz d'échappement vers ce catalyseur 3 voies dans le tuyau d'échappement. Le réglage, encore une fois, était relativement similaire à celui de la Rover 220 GTI, à l'exception de cette nouvelle carte microcheck. C'est une carte version 3, véritablement la seule que vous devriez utiliser sur les modèles Rover 800. La façon dont elle opère dans la séquence de mise au point est presque similaire. Mais il y a un point que j'aurais dû mentionner, c'est que la porte série où se branche la microcheck ne se situe plus au niveau du module de commande. Elle est généralement à proximité du module de commande, mais ici elle a été déplacée vers la tourelle de suspension droite. Comme je l'ai déjà dit, la façon dont elle opère au niveau de la routine de mise au point est exactement la même. Un fait que je devrais mentionner, c'est que certains ont mal compris ce changement de philosophie sur la façon dont Microcheck gère la procédure de mise au point. Lorsque, comme avec la 220, elle vous demande de régler les plages du moteur de variateur, elle vous demande exactement de faire cela, régler le moteur de variateur et non pas la vitesse du moteur. Maintenant, lorsque vous réglez le moteur de variateur, le système reste actif. Ce qui fait que, en ajustant le bypass d'air, vous changez en fait le nombre de plages du moteur de variateur qui doivent être appliquées pour maintenir le régime de ralenti programmé. C'est ce qu'elle cherche. À propos, les plages du moteur de variateur sont affichées sur l'écran Microcheck en haut à droite. Et vous avez un affichage simple qui vous indique s'il faut diminuer ou augmenter ces plages. C'est donc assez simple, mais néanmoins un changement de philosophie comme j'ai dit. Le changement des modules de commande a également surpris pas mal de gens. Ces modules de commande ont un contrôle de ralenti adaptable. Il est donc important de noter que si vous interchangez des modules de commande entre véhicules, ils auront adopté les caractéristiques du dernier véhicule sur lequel ils auront été montés, d'où le risque évident d'apparition de problèmes de régime de ralenti. La meilleure façon d'éviter cela, c'est de procéder à une séquence complète de mise au point Microcheck à chaque fois que vous montez un nouveau module de commande. Bien, ce système, le système MEMS sur la nouvelle Rover 800, est désigné LTI. Mais que signifie LTI ? Eh bien cela signifie admission de forme allongée. En gros, si vous allongez la tubulure du collecteur d'admission, que vous la rendez plus longue et plus fine, cela tend à faire diminuer le couple maximum dans la gamme de régime. Par définition, les moteurs 16 soupapes à double arbre à cam ont tendance à développer des couples élevés, et le collecteur LTI limite en quelque sorte le couple maximum du moteur à des niveaux mieux utilisables. Du moins pour le conducteur moyen. Voilà, le survol des caractéristiques du moteur et du circuit d'alimentation est terminé. Voyons maintenant le moteur hors du véhicule. Maintenant, nous allons voir de plus près les caractéristiques des séries T et les procédures d'entretien élémentaires. Tout d'abord, vous voyez que le recyclage des gaz du carter de Villebrequin a donné un moteur plus net, en particulier à l'arrière où une grande partie de la tubulure a été supprimée, ainsi que le séparateur d'huile. Bien, un raffinement important a été apporté au joint d'étanchéité arrière, c'est-à-dire le joint principal d'étanchéité du Villebrequin. Au lieu de l'opération en deux phases du M16, vous n'avez plus maintenant qu'un seul porteur de joint principal d'étanchéité arrière. Une bague en caoutchouc assure l'étanchéité du porteur sur le bloc, et le joint lui-même est en fait collé dans ce logement. Il est solidement attaché au bloc par 5 fixations et 2 goujons. Évidemment, comme il s'agit d'un plastique composite, vous devrez faire attention lors du serrage.
consultez votre manuel de réparation. La combinaison de la pompe de direction assistée et de la pompe à eau est aussi très intéressante. Bien, combinaison n'est sans doute pas le terme exact, car les fonctions de chaque pompe restent distinctes. Mais elles sont combinées dans le sens où elles sont entraînées le long d'un même axe. La pompe à eau étant entraînée par le toc à l'arrière de la pompe de direction assistée. Bien, la pompe à eau, une fois sortie du carter, se compose de deux parties. Vous avez le couvercle d'extrémité, avec bien sûr la connexion de flexible inférieur, et le carter de rotor. À l'intérieur de celui-ci, évidemment, on trouve le rotor, les joints et le toc dont je parlais, qui est entraîné par l'arrière de la pompe de direction assistée. Comme pour de nombreuses caractéristiques des séries T, vous trouverez les joints toriques, qui sont au nombre de 3, sur le seul carter de rotor. Évidemment, s'il doit y avoir de l'usure dans la pompe à eau, ce sera au niveau du carter de rotor. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce que cet élément, voilà, je le mets à l'endroit, sert de carter de pompe à eau. Il contient un passage, la sortie d'eau de la pompe alimentée directement dans la partie latérale du bloc, et là on retrouve encore un petit joint torique qui assure l'étanchéité avec le bloc. Évidemment, il n'y a rien ici qui puisse s'user. Si de l'usure devait apparaître, ce serait au niveau du carter de rotor. Donc, dans des conditions normales, il n'y a pas de raison de remplacer cet ensemble. Bien, nous allons devoir tourner le moteur pour passer en revue quelques-unes des procédures élémentaires de base concernant la nouvelle disposition des courroies. Premièrement, la courroie de transmission auxiliaire dont nous avons parlé entraîne tous les éléments qui dépendent du moteur, y compris cette combinaison de la pompe de direction assistée et de la pompe à eau. Durée de vie de la courroie, environ 100 000 km. Vérification tous les 40 000 km. Évidemment, lors de ces révisions 40 000, vous recherchez les craquelures, rayures et fissures sur cette courroie. La tension est entièrement automatique, très similaire à celle du VM diesel, et la courroie est assez facile à changer. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de place entre le moteur et le longeron avant, mais cela étant dit, avec le moteur levé au cric et une clé à tête annulaire ordinaire, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Mais vous ne pourriez certainement pas adapter une douille comme celle-ci. Ok, sur l'écrou central, relâchez la tension, dégagez la courroie, un jeu d'enfant. Ok, passons à la courroie de distribution. Celle-ci a changé. La plupart d'entre vous penseront, je crois que c'est un progrès. Beaucoup de changements sont dus à l'entraînement à distance de la pompe à eau par la courroie auxiliaire. Il y a en fait 10 vis sur les carters supérieurs et inférieurs. J'ai triché un peu et j'en ai enlevé 8. Ok, on enlève le carter inférieur. Comme vous le voyez, la courroie est beaucoup plus simple. La pompe à eau a disparu de l'ensemble, ce qui a évidemment donné une courroie bien plus simple. Nous avons dit tout à l'heure que la respiration interne était une reprise du moteur série K. Eh bien voici un exemple d'une autre caractéristique de la série K, reprise pour la série T, qui équipera la nouvelle gamme Rover 800. La durée de vie de la courroie sera de 150 000 km, c'est-à-dire qu'en moyenne elle devrait durer 8 ans, avec un réglage de tension semi-automatique. À 75 000 km, il faudra vérifier que la courroie ne comporte pas de fissures ou de craquelures et qu'aucun cran ne commence à glisser. Mais à part cela, il n'y a aucune raison de toucher à la courroie. Je vais maintenant vous montrer comment déposer et reposer cette courroie. La procédure est un peu différente de celle de la série K et je ferai comme si nous avions un problème de culasse ou une fuite au niveau d'un des joints d'arbre à cam qui n'aurait pas contaminé la courroie. Car toutes les courroies contaminées par de l'huile ou du liquide de refroidissement doivent être changées. Bien, il y a quelque chose qui me déroutait. Surtout si l'on a travaillé avant sur des moteurs série K, il se peut que vous soyez aussi surpris que moi. Le repère que l'on voit ici n'est pas un repère de calage comme sur les séries K. C'est en fait un repère de point mort haut. Alors, si vous essayez de caler la courroie en fonction de ce repère, vous aurez des problèmes. Ok, mais nous avons une goupille de blocage qui s'adapte dans le volant. Une caractéristique reprise du M16 pour nous permettre de régler le moteur à 90 degrés avant le point mort haut de la course de compression du cylindre numéro 1.
Nous tournons donc le moteur jusqu'à ce que le repère d'admission de l'arbre à cames d'admission et le repère d'échappement sur l'arbre à cames d'échappement soient alignés. Et là, la goupille devrait s'adapter. Bien, nous y sommes. Maintenant, le vilebrequin est bloqué à 90 degrés avant le PMH. Le moteur ainsi verrouillé, nous adaptons ensuite le système de blocage de l'arbre à cames. C'est une reprise du M16. Une fois que j'aurai installé ça, je vous parlerai des outils spécifiques pour les moteurs série T. À la base, la plupart des outils spécifiques sont en fait entièrement repris du M16, à l'exception de 2 d'entre eux. Nous avons d'abord parlé de cette plateforme surélevée au-dessus de la culasse. Eh bien, cela a supprimé l'ancien palonnier de levage du moteur, parce qu'il ne pourra plus s'adapter sur la culasse correctement. On a donc besoin d'un nouveau palonnier. À cause de la nouvelle pompe de direction assistée, vous avez aussi un nouvel outil, un adaptateur pour le manomètre de pression, pour tester la pression de la direction assistée. À part cela, la plupart des outils sont les mêmes. Bien, vous devez installer l'outil de verrouillage de l'arbre à cames avant de déposer la courroie, parce que les séries T, comme le M16, ne sont pas sûres. Le terme est fort, mais cela signifie en fait que si vous désolidarisez l'entraînement du vilebrequin et de l'arbre à cames, les pistons viendront heurter les soupapes, et cela peut évidemment mener à une réfection coûteuse du moteur. À chaque fois que vous devez déposer la courroie, vérifiez que ce verrouillage est correctement installé, que le verrouillage de l'arbre à cames est bien en place et que ces pistons sont en position sûre, à moitié rentrés dans leurs alaisages. Comme sur les séries K, vous avez un tendeur semi-automatique, mais celui-ci ne comporte qu'un boulon. C'est donc plus facile que pour les séries K. Desserrez le boulon, poussez l'équerre et resserrez. Toute la tension de la courroie est maintenant relâchée et nous devrions pouvoir libérer la courroie. Et voilà, elle est libérée. Comme pour toutes les courroies de synchronisation, il ne faut jamais lever la courroie avec un tournevis. Par exemple, sous peine d'abîmer les fibres intérieures de la courroie qui ne tiendraient certainement plus les 150 000 km. Ok, donc nous dégageons la courroie. C'est assez difficile en fait de faire ce que je suis en train de faire, de l'enlever juste des pignons d'arbre à cames et pas de vilebrequin, car avec cette poulie de vilebrequin, le couvercle inférieur se trouve au-dessus et nous ne pouvons pas retirer la courroie du galet guide de tendeur. Cela étant dit, elle se retire assez facilement. Et nous y voilà. La courroie est déposée et nous pouvons travailler sur la partie supérieure. Au sujet des courroies, ne les pliez jamais trop car vous risquez de casser certains taurons de la courroie. Pas de contamination, veillez à ce qu'elle reste propre et nette. Ok, donc la courroie est déposée. Pour la reposer, c'est à peu près pareil. Tirez la courroie vers le haut fermement et vérifiez qu'elle est adaptée sur le pignon de vilebrequin. Autour du pignon d'arbre à cames d'échappement. Ce n'était pas tout à fait adapté sur ce pignon de vilebrequin. Et voilà, la courroie est reposée. Une fois la courroie reposée, nous pouvons relâcher le galet guide qui se détend pour retendre un peu la courroie. Je dis un peu parce que bien sûr, il n'est pas possible que ce petit tendeur retende entièrement la courroie de ce côté. Et donc, comme avec les séries K, il nous faudra tourner le moteur et physiquement déplacer le jeu de la courroie vers le côté le plus lâche de la courroie, où elle sera retendue par la poulie du tendeur. Évidemment, il faut d'abord retirer le verrouillage de l'arbre à cames et la goupille de vilebrequin, puis faire au moteur 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour arriver à la position voulue. On n'a pas vraiment besoin de remettre la goupille de calage. Là encore, il ne s'agit que d'une approximation. Et cela fait tourner le mou. Nous serrons la poulie au couple indiqué, et pas simplement comme je l'ai fait là.
Enfin, nous retirons la goupille de calage. Voilà, terminé pour les principales caractéristiques et procédures d'entretien du moteur série T. Revenons maintenant aux voitures. Maintenant, voyons rapidement la suspension, la direction et les freins. Ces éléments sont en grande partie repris du modèle 91. Il y a cependant quelques différences importantes que j'aimerais exposer brièvement. D'abord, concernant la suspension avant, tous les modèles disposent d'une barre anti-roulis de 23 mm. Système de direction. En dehors de cette combinaison de la pompe de direction assistée et de la pompe à eau que nous avons vu avec le moteur au banc, c'est encore une reprise du modèle 91, avec un système de direction assistée à position centrale positive pour les 2 litres et un système proportionnel en fonction de la vitesse pour les V6, qui est encore une reprise. Tous les modèles, sauf le modèle de base 820i, ont l'anti-blocage Bosch ABS 2E, essentiellement le même système que vous avez vu avant, mais avec quelques perfectionnements importants. D'abord, le module de commande de l'ABS donne des contrôles statiques pour chaque capteur de roue lorsque le contact est mis. Donc, en plus des contrôles dynamiques qui sont toujours effectués, vous avez des contrôles statiques de l'intégrité du câblage vers chaque capteur. Cela a entraîné l'apparition de 4 codes de panne supplémentaires. La façon dont ces codes de panne sont initialisés, en raccordant des câbles sous la colonne de direction pour faire clignoter le témoin du tableau de bord, est exactement la même. Une liste de ces nouveaux codes de panne se trouve dans le manuel de dépistage des pannes électriques. Restons un peu sur les freins. Les plaquettes intérieures des 4 roues ont maintenant un capteur audible d'usure. Quand les plaquettes atteignent leur épaisseur minimum, cette soie en acier vient toucher le disque, qui émet un bruit et avertit ainsi le chauffeur que les plaquettes doivent être changées. C'est le même système que celui qui équipe les modèles 200 et 400. Bon, parmi les caractéristiques électriques de la nouvelle Rover 800, vous remarquerez sans doute en prenant la carte du contrôle avant la livraison et les clés, la nouvelle télécommande à infrarouge. Il y a 2 boutons. L'un est texturé à droite, avec une diode rouge pour le verrouillage. L'autre à gauche est lisse, avec une diode verte clignotante pour le déverrouillage. Rien de compliqué. Vous en déduirez que tous les modèles de la nouvelle gamme Rover 800 ont cette condamnation centralisée à télécommande infrarouge. Cela va en fait plus loin puisqu'ils sont tous équipés d'un système d'alarme standard. Ce système d'alarme est nouveau et il a 2 fonctions, et donc 2 niveaux de protection. Premièrement, vous avez une protection périmétrique, une façon un peu pompeuse de dire que cela protège tous les panneaux montés sur charnière, les portes, le capot, le haillon ou le coffre, contre une effraction. Si donc vous simulez une effraction, l'alarme se déclenche
Et jusque-là, il n'y a pas de réelle différence entre ce système et celui du modèle 91. Mais en plus de cette protection périmétrique, j'ai dit qu'il y avait deux fonctions. Vous avez aussi une protection ultrasonore. L'alarme ultrasonore concerne principalement l'espace intérieur de la voiture. Elle détecte les mouvements de l'air, et donc si un voleur parvient par exemple à pénétrer à l'intérieur en cassant une vitre, ou quelque chose comme ça, l'alarme devrait se déclencher. Cela prend environ 35 secondes au système pour percevoir le changement et faire lui-même sa mise au point. C'est-à-dire qu'il scrute l'air et réagit, si vous voulez. Il devrait se déclencher maintenant. Voyons. Maintenant, pour arrêter l'alarme sonore, vous pouvez le faire dans les deux modes. Lorsqu'elle s'est déclenchée, à noter que la sonnerie se situe sous cet ensemble essuie-glace. Vous appuyez sur n'importe quel bouton, le verrouillage ou le déverrouillage arrêtera la sonnerie. Si vous essayez de verrouiller la voiture alors qu'une des portes est ouverte, il peut s'agir aussi bien du capot, du haillon ou du coffre, le système vous dira que quelque chose est ouvert et vous ne pourrez pas armer le système d'alarme tant que les portes ne seront pas verrouillées. Au fait, vous savez que le système est correctement armé quand les lumières intérieures clignotent 2 fois. Voilà, l'alarme est donc enclenchée. De plus, lorsque vous claquez les portes pour les fermer, la condamnation centralisée des portes fonctionnera normalement, mais l'alarme ne sera pas armée en quelque mode que ce soit, et donc il n'y aura pas d'alarme ultrasonore ou périmétrique. Dans 90% des cas, c'est tout ce que le propriétaire devra savoir. Verrouiller et déverrouiller les portes et donc armer et désarmer l'alarme. Cependant, vous avez la possibilité d'armer l'alarme périmétrique sans armer l'alarme ultrasonore. Je vous montre comment faire. Il y a au-dessus de la tête du conducteur un interrupteur de neutralisation du système ultrasonore. Si vous pressez ce bouton, la diode rouge s'éteint. Cela indique que la prochaine fois que l'alarme sera enclenchée, vous n'aurez que la protection paramétrique et non l'ultrasonore. Maintenant, pour réarmer le système ultrasonore, il suffit de glisser la clé dans le contact et de la ressortir. Il y a un micro-contact ici, lu par l'unité centrale de commande. Chaque fois qu'elle voit que ce contact est actionné, elle rétablit le système ultrasonore. Bien, il y a une autre caractéristique liée à la condamnation centralisée des portes et aux alarmes, mais j'aimerais y revenir dans une minute. Je voudrais d'abord vous parler des lève-vitres électriques. Le système de vitre électrique est nouveau dans la mesure où il permet d'actionner la vitre vers le haut ou vers le bas par une seule pression. Cela vaut aussi pour le toit ouvrant, s'il s'agit d'un toit ouvrant électrique. Bon, je parlerai de ces caractéristiques dans un instant, mais je veux aussi parler un peu de la façon d'armer le système. Chaque fois que la batterie aura été déconnectée, lorsque la voiture est entreposée par exemple, il faudra armer les lève-vitres. Mais c'est assez facile. Avec le contact établi, nous devons faire fonctionner chaque vitre et le toit ouvrant depuis la position entièrement fermée. Alors gardez le doigt sur le bouton descente. L'unité de commande émet ses bips. N'enlevez pas le doigt tant que les bips ne se sont pas arrêtés. Bon, entièrement levé, attendez l'arrêt des bips avant d'enlever votre doigt. Maintenant, tout étant correct, nous devrions avoir ce mode automatique. Je touche le sens vers le bas et c'est vraiment une petite pression assez vive sur ce bouton pour obtenir la montée-descente automatique. Et il n'y a pas de réelle différence avec les systèmes que vous avez vus auparavant, disons sur une Montego ou une Rover 800 d'un modèle antérieur. Ce qui change par contre, c'est le mode automatique pour fermer les vitres et le toit ouvrant. Voyons, si vous voulez une position de vitre autre que totalement ouverte ou fermée, vous pouvez opter soit pour le mode automatique, en donnant un petit coup sur l'autre sens du bouton, ou vous pouvez garder le doigt sur la touche jusqu'à ce que la vitre atteigne la position souhaitée, puis relâcher. Alors, dérivé du mode automatique dans le sens de la montée, vous disposez aussi du dispositif de recul. Ce qui signifie en fait que si la vitre rencontre un obstacle, ma main par exemple, en mode montée automatique, le fait de rencontrer l'obstacle la fait repartir dans l'autre sens. Cela vaut également pour le toit ouvrant électrique. Dès qu'il touche l'obstruction, il repart en arrière. La différence ici est qu'il ne reculera que d'une dizaine de centimètres.
Il est possible évidemment de désactiver ce dispositif de recul. Supposons maintenant que le propriétaire ait une glissière de vitre bloquée par le givre, assez fortement bloquée, et qu'il doive fermer cette vitre. En fonctionnement normal, dès qu'elle touchera un obstacle, elle repartira dans l'autre sens. Et le conducteur ne veut évidemment pas laisser sa voiture ouverte par une nuit glaciale, dont nous lui permettons de neutraliser ce dispositif. Pour ce faire, il faut presser les deux commutateurs de la vitre simultanément et garder le doigt sur ces boutons. Au départ, elle rencontre ma main et repart dans l'autre sens. Maintenant, nous attendons un bip de l'unité de commande, une série de bips en fait, et j'ai maintenant 5 secondes pour actionner cette vitre et le dispositif de recul est désarmé. Je retirerai ma main si vous permettez. Ok, nous pouvons donc neutraliser le système. Un autre point important à noter, c'est que vous ne pouvez neutraliser ce dispositif de recul qu'à partir de l'ensemble de commutateurs de la porte du conducteur, et chaque fois que vous avez fermé cette vitre et effectué cette opération de neutralisation, le système se réarme automatiquement et le dispositif de recul est de nouveau opérationnel. Bien, je vais juste ouvrir cette vitre et sortir les clés, car je vous ai parlé tout à l'heure d'une caractéristique liée à la condamnation centralisée des portes et aux alarmes. C'est une caractéristique appelée fermeture automatique. Comme son nom l'indique, elle permet au conducteur non seulement de verrouiller la porte et d'installer l'alarme au moyen de la télécommande infrarouge, mais aussi de fermer toutes les vitres de porte et le toit ouvrant depuis l'extérieur de la voiture. Maintenez le bouton de verrouillage et vous verrez en fait la diode clignoter plus vite et toutes les vitres se fermeront tour à tour. Maintenant, si je m'arrête à mi-chemin, comme je l'ai fait là, l'alarme émettra un bip pour vous indiquer que ce verrouillage automatique n'est pas complet. Le verrouillage automatique ne fonctionnera que si les vitres, toutes les vitres et le toit ouvrant ont été armés en mode automatique. Vous devez donc suivre la procédure dont je vous ai parlé tout à l'heure pour armer le mode automatique sur tous les éléments concernés de la voiture. Maintenant, si l'un des panneaux à charnière est ouvert, porte, capot, haillon ou coffre, là encore, le verrouillage automatique ne fonctionnera pas. De plus, l'interrupteur d'inertie que nous avons vu dans un plan sous le capot du 2 litres, là aussi, s'il est déclenché, le verrouillage automatique ne fonctionnera pas. Au fait, toutes les caractéristiques que nous avons vues sur la condamnation centralisée des portes, l'enclenchement de l'alarme et bien sûr le verrouillage automatique, pourrait tout aussi facilement être réalisé par le commutateur de la porte du conducteur que par le commutateur de toute porte passager. Pour le verrouillage automatique, maintenez simplement sur verrouillage, nous y sommes, la vitre du conducteur monte et enfin le toit ouvrant.
Maintenant, la première chose que vous remarquerez en prenant place dans la voiture sera sans doute le nouveau volant de direction rembourré pour la sécurité. La manette rotative est aussi une nouveauté. Et à propos, ces essuie-glaces se mettent maintenant au repos sur le pare-brise. Il n'y a plus de mise au repos hors pare-brise comme sur le modèle 91. Les contacts de commande de vitesse ont également changé. L'ATC, c'est-à-dire la commande de température de l'air, est maintenant sur tous les modèles à air conditionné, comme pour le modèle 91. Sur les modèles à siège électrique, les commutateurs ont aussi changé. Ils sont maintenant plus ergonomiques. Vous pouvez les manipuler beaucoup plus facilement. Ici, une conception rotative, de façon à ajuster le coussin comme vous le voulez, mais aussi pour lever le siège, l'abaisser, et une commande unique avant-arrière pour des mouvements vers l'avant ou vers l'arrière, une commande séparée pour l'inclinaison du siège, avec encore un système rotatif. Maintenant, l'ajustement du coussin lombaire, comme pour le modèle 91, existe aussi sur le siège du passager. Mémoire de siège, le conducteur a maintenant la possibilité d'entrer en mémoire 2 positions de siège. Et souvenez-vous que cela lui permet de mémoriser non seulement les positions des sièges, mais aussi les positions des rétroviseurs. Donc 2 conducteurs peuvent mémoriser leur position favorite de siège et de rétroviseur. Pour les rappeler, gardez le doigt dessus et vous entendrez un bip lorsque l'opération est terminée. Quelques autres changements dans les commutateurs. D'abord, l'illumination de l'ensemble d'instruments est maintenant commandée par un gradateur à bascule. Vous devez le savoir car c'est comme ça que vous initialisez l'autotest de l'unité centrale de commande. A noter que quelques modèles ont maintenant une horloge analogique. Ce modèle haut de gamme Sterling est équipé d'un radiocassette avec platine laser à changement automatique Clarion. Le changement automatique est en fait dans le coffre. Vous pouvez stocker 6 disques compacts, là, appeler chaque morceau dans l'ordre par le poste radio. La première chose à savoir sur ce système sono, c'est comment le coder, peut-être lors du contrôle avant révision. C'est la simplicité même, allumez la radio, pressez l'un des gros boutons toujours sur la rangée du haut, et il va demander un code. Entrez le code au moyen des boutons de pré-réglage. 4, 1, 5, 1. Lorsque le code est correctement entré, pressez Auto-Store et la radio est prête à fonctionner. Il n'y a donc là rien de difficile. Maintenant, pour terminer, un rapide coup d'œil dans le coffre. Voilà le changement automatique de CD. Comme je l'ai dit, ici il y a une cassette pour stocker 6 disques compacts et appeler n'importe quel morceau dans l'ordre par le poste de radio. Voyons, quiconque a déjà travaillé sur les ressorts de coffre qui existaient sur les anciennes Rover 800 appréciera ce changement en faveur d'un système de ressorts de tension beaucoup plus simple. Comme je l'ai dit, il est beaucoup plus simple d'ajuster la tension là-dessus. L'amplificateur d'ancienne radio a été déplacé de dessous la plage arrière et il n'est cependant pas parti bien loin et se trouve maintenant au-dessus sous ce panneau de garniture. L'amplificateur est quelque peu inhabituel, il comporte maintenant 2 connexions d'antenne. Maintenant, vous cherchez la blanche. L'autocollant codé en couleur et vous la connectez sur le blanc. Si cet autocollant devait tomber, c'est le connecteur AM/FM que vous cherchez. Le programme Fast Check d'intérieur de voiture peut être utilisé pour vérifier toutes les radios de la nouvelle gamme 800. C'est le système Philips, qui est encore une reprise du modèle 91, et le système Clarion. Il ne peut cependant pas tester le câble coaxial entre le nouvel amplificateur et le poste de radio. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'il n'y a plus de condensateur sur cette ligne, et vous pouvez donc la vérifier entièrement en utilisant un multimètre numérique standard. Un dernier point avant d'arrêter, la division 60-40 des sièges arrière qui existe maintenant pour toute la gamme, c'est-à-dire les berlines et les fastback. Elle est commandée par 2 petits leviers de chaque côté du siège arrière.
Et voilà la conclusion de notre présentation technique de la nouvelle rover série 800. J'espère que vous avez trouvé le programme intéressant et surtout informatif. Après avoir visionné cette cassette, veuillez remplir le questionnaire ci-joint. Celui-ci entrera dans le calcul des points acquis du challenge Formation 92. Pour cela, n'oubliez pas de nous retourner rapidement tous les questionnaires à Rover France, à l'attention du service technique, département après-vente, 95 102 Argenteuil.